Alors, je vais couper ma caméra, comme ça ira plus facilement. Et je vais partager mon écran. Ok, alors normalement, vous devez voir mon écran. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours le dire dans le chat. Ok, c'est bon. Oui, j'ai vu. Oui, je sais. On voit comment sortir. Alors, petit souci technique, mais... Ok. Bon, on va retenter en arrêtant le partage. Et... Ah, ok, il y a un problème en Teams parce que du coup, il faut changer. Ouais. Ben non, c'est bon en présentiel, mais pas en Teams. Ouais, 31 dernier. C'est bon. Si vous... Ok, c'est pas grave. On va faire comme ça. Donc, encore bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus assister à cet atelier sur le numérique responsable. Avant de commencer, je vais donc me présenter. Moi, je suis une étudiante jobiste au sein du Green Office. Le Green Office, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de développement durable qui a été créée par et pour les étudiants. Nous avons pour but général de sensibiliser et d'informer afin d'implémenter le développement durable au sein des activités universitaires. On a plusieurs gros projets pour un campus durable, dont le mien, qui est GSM2Life. Nous sommes pour le moment 4 étudiants et étudiantes jobistes et bénévoles. Vous nous connaissez peut-être avec nos projets qui sont en cours, dont cet atelier. Mais toute cette semaine, nous organisons une collecte de GSM et de piles sur plusieurs points sur tout le campus. Donc, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre site. Tout est mis dessus. Aujourd'hui, nous allons commencer par faire un bilan du numérique dans notre société. Ensuite, on va se focaliser sur des appareils qu'on connaît bien, comme les téléphones et les ordinateurs, avant de parler des usages Internet et des vidéos en ligne. Ensuite, nous passerons aux impacts sociaux, entre autres pour arriver à la solution générale qui a été proposée, la sobriété numérique. Donc, nous allons également calculer l'empreinte carbone du point de vue numérique de toute la classe, donc que ça soit en présentiel ou en Teams. Et ensuite, je pourrai vous donner des conseils et des challenges pour la diminuer. Si vous avez une question ou une remarque au long de l'atelier, notez-la ou retenez-la, parce qu'il y aura un moment propice à la fin pour que j'y réponde. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Le numérique, il est omniprésent dans notre société. Pour le moment, on dit qu'il représente 4% des émissions de gaz à effet de serre. On peut déjà dire qu'on est bien au-dessus, qu'on est déjà au-dessus des 4% parce que c'est une croissance qui est exponentielle. En effet, on prédit qu'on sera à 8% en 2025 parce qu'entre 2010 et 2025, on prévoit un quintuplement du numérique en termes d'équipement. Dans les 4%, on a une partie qui est due aux équipements propres et une autre partie aux data centers
et au réseau. Dans les 63%, donc des équipements, on prend en compte la production, où il faut utiliser des matériaux qui sont parfois rares, avec des réserves limitées, ce qui risque de poser problème d'ici 10 à 15 ans, quand on va utiliser ces matériaux pour faire un smartphone et peut-être pas une éolienne ou un panneau photovoltaïque, par exemple. De plus, ces matériaux sont rarement recyclables ou quand ils le sont, c'est avec des processus compliqués, donc assez coûteux. On compte environ seulement 20% des appareils comme correctement recyclés à ce jour. Ensuite, l'autre partie, on a les 37%, donc avec les data centers. Un data center, en fait, c'est un centre, physique ou non, de stockage de nos données qui peuvent être liées soit à nos recherches Internet, mais également à tout ce qu'on met sur le cloud. On peut comparer leur consommation totale d'énergie à celle d'une ville européenne d'environ 10 000 habitants. Donc, par exemple, c'est la ville de Neupré. Et sachant qu'on compte environ 180 centres en France, cela équivaut à la consommation totale de la ville de Lyon, ce qui est plutôt beaucoup. Pour la partie liée aux infrastructures réseau, je vais en parler plus loin dans l'atelier, donc je n'y reviens pas pour le moment. Avant de vous parler des autres appareils du quotidien, je vous invite à vous connecter sur le WooClap pour répondre à des petites questions de culture générale. Donc, vous pouvez soit scanner le QR code ou aller sur le site WooClap et mettre le code GSM2Life. Je vais également partager mon écran pour le WooClap. Non. Voilà. Ok, donc nous sommes 20 en tout, je vais encore attendre un petit peu. Alors, s'il y a un problème pour vous connecter au WooClap, n'hésitez pas à le mettre dans le chat aussi. On regarde régulièrement le chat. En présentiel, ça a l'air d'être bon. Ok, parfait. Alors, on va passer à la première question. Alors, dans le monde, combien jetons-nous par an de smartphones? Donc, il y a 400 millions, 4 millions ou 1 million. On va attendre un petit peu. Dernière personne. Okay. Alors, donc la bonne réponse, c'était 400 millions. Donc la majorité a eu juste. Alors, deuxième et dernière question pour le moment. La même, mais avec le nombre d'ordinateurs qu'on jette. Donc encore 400 millions, 35 millions ou 6 millions. Okay. Donc on est stable à 18 personnes. Ok. Alors la réponse c'était 35 millions. Voilà. Alors la majorité a bien répondu dans les deux cas. Donc c'est plutôt cool. Alors, je vais remettre le bon mode d'affichage.
Je vais essayer une dernière fois et au pire, c'est pas grave. Alors, maintenant que les bases sont posées, je vais vous parler plus spécifiquement d'appareils qu'on rencontre tous les jours, rien qu'en venant ici à l'université. Donc, le téléphone et l'ordinateur. Quand je vous parlais de matériaux à forte empreinte carbone, le téléphone compte pas moins de 40 métaux différents dans sa composition, dont certains en quelques milligrammes jusqu'à des dizaines de grammes. Parmi eux, on a le gallium et le géranium, qui sont à moins d'1% recyclables. Euh, on arrive donc à une production engendrant des émissions 400 fois plus lourdes que son utilisation. On peut prendre l'exemple de l'iPhone 11. Sur les 3 ans de vie, ce qui est la durée de vie moyenne d'un smartphone, on arrive à 72 kg de gaz à effet de serre, dont 79% sont émis rien que lors de la production. C'est-à-dire qu'en achetant ce téléphone, on a déjà émis 57 kg de gaz à effet de serre. Et une fois hors d'usage, seules 17 des 60 matières premières sont recyclables, mais malheureusement ne sont pas toujours recyclées. Pardon. On peut faire le même exercice pour un ordinateur. Pour un ordinateur de 2 kg, il faudra environ 600 kg de matières premières pour sa production. Et sur une durée de vie moyenne de 3 à 4 ans, on émet 156 kg de CO2. On arrive donc à 50 à 350 fois le poids en matière première pour produire des ordinateurs, mais ça vaut aussi pour les box Internet. Donc, dit ordinateur et téléphone, surtout les smartphones, dit Internet, l'autre partie des 37% de l'empreinte du numérique. Donc ici, je vais prendre l'exemple des recherches Internet et des mails qui parcourent un très long voyage jusqu'à 15 000 km. En effet, quand on envoie un mail avec une pièce jointe, par exemple, ça doit d'abord arriver au data center de notre fournisseur d'accès, où il va subir des traitements, être stocké, etc., pour ensuite seulement arriver au data center de notre destinataire avant qu'il arrive dans sa boîte mail. Donc la distance dépend donc d'où habitent les destinateurs et le destinataire, et d'où sont les data centers également. Voilà. Parmi tous ces flux de données sur Internet, 80% est occupé par les vidéos en ligne, pas par les vidéos, pardon. Ça concerne donc tout ce qui est streaming, les sites comme YouTube et les pornographies, etc. Souvent, c'est cet aspect du numérique qui est inconnu en termes d'impact. Les vidéos en ligne occupent 60% des impacts des vidéos en général. Quand on parle de vidéos en ligne, en fait, on nommait les vidéos de caméras de surveillance, tout ce qui est FaceTime, etc. Mais rien que ces vidéos en ligne, on est déjà à 305 millions de tonnes de CO2, rien qu'en 2018. Donc, au niveau mondial, on estime que les vidéos en ligne sont responsables d'1% des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi ça pollue? En fait, rien que par l'usage du réseau, aussi toutes les données qui doivent être stockées dans nos data centers, mais aussi avec la qualité grandissante maintenant des vidéos, il nous faut des écrans et donc plus grands et donc plus de pixels. Quand on parle de ultra haute définition, pour certaines vidéos, souvent c'est avec des télévisions 4K. Une télévision 4K, ça peut afficher environ 8 millions de pixels. Donc chaque pixel émet des données propres. Donc à titre d'exemple, regarder 10 heures de film à haute définition engendre plus de données que tous les articles en anglais de Wikipédia. Donc autrement dit, regarder une vidéo en 4K, c'est consommer 7 fois plus de données qu'en résolution standard. Alors, pour résumer tout ce que je viens de dire, on va essayer de montrer une vidéo pour juste voir si le son fonctionne. Julia is aware of the environmental issues. She is therefore striving to reduce her energy and environmental impact as much as possible to avoid irreversible climate change. She, therefore, pays attention to her consumption.
whether in terms of food, clothing, or transport. But what Julia does not suspect is the growing impact of her use of digital technology. Julia has been wanting to buy a new phone for some time. She changes it every 2 years, like most people. The manufacturer of this telephone requires the extraction of rare, non-renewable mining resources. The greenhouse gases emitted during the extraction phase, manufacturing, and the transport of the final product represent 90% of the emissions generated by the life of this telephone. The remaining 10% is issued during the period of use when the phone is charged. When Julia goes on the internet with her phone, she multiplies by 9 the CO2 emissions related to the use of her phone, especially because of video streaming. To play a video, Julia's phone must establish a connection to the internet and then to the data centers where the video is stored. Information then makes the opposite journey so that the video finally arrives on Julia's phone. Video accounts for 80% of the world's data traffic and is roughly equally distributed among 4 main types of uses: movies and series, YouTube, social networks, and pornography. Worldwide, the energy impact of data is increasing. This leads to carbon emissions. And at this rate, digital could account for 7% of the world's CO2 emissions in 2025. That's almost as much as all cars today. The resources of our planet will not be able to sustain such an evolution. To control our impact, we will have to arbitrate our uses and decide which ones are the most essential and in what quantity, collectively and on a large scale. Julia has already started to change her habits. She has finally decided to keep her old phone for another year and has limited herself to 1 hour of video streaming per day. It's high time to question the true benefits of our digital consumption. The viewing of this video emitted 8.7 grams of CO2. Will you dare to question your choices for real? Donc ici dans la vidéo, on a déjà parlé de quelques conseils à mettre en place, mais je vais en parler juste après. Donc, outre tous ces impacts environnementaux, on oublie parfois tous les impacts sociaux de la pollution numérique. Dès l'extraction des matières premières, les conditions de travail sont mauvaises, notamment dans les mines en Afrique et en Chine. Je vais prendre l'exemple des mines du Congo. Pour 20% de ces mines, soit 200 000 travailleurs environ, les conditions de travail sont déplorables, pas de port de masque, pas de gants, donc travail fait à nu, etc. Ce qui entraîne une dizaine de morts par an. Mais parmi ces travailleurs, 40 000 étaient des enfants en 2014, qui pouvaient faire jusqu'à 12 heures par jour. Dans les régions des mines, toute cette extraction entraîne une pollution des sols qui affecte la santé des habitants, notamment par des maladies respiratoires et des cancers. Cela rend également les eaux inutilisables, ce qui oblige les populations à se déplacer. D'autres impacts sont aussi liés plutôt à l'usage de nos appareils. Donc, c'est notamment le cas de la fracture numérique, qui est la difficulté d'avoir accès à l'outil numérique, ce qui peut donc isoler certaines personnes de la société. C'est le cas de 17% des Français en 2019. Mais aussi, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est la dépendance des écrans, qui fait qu'on ne pourrait plus vivre sans des appareils, donc on ne peut pas revenir à la période où on n'avait pas tous ces appareils numériques. Il faut juste maintenant trouver un nouvel équilibre d'usage. Donc, tous ces impacts sociaux sont tout aussi importants que les impacts environnementaux. Sur une note plus joyeuse, on arrive à la solution générale qui a été proposée. Elle est reprise sous le terme de sobriété numérique ou numérique responsable. Donc, c'est une mesure consistant d'une part à une éco-conception des infrastructures et appareils, et d'autre part à l'adoption d'habitudes de consommation plus responsables de l'environnement. En bref, agir dès la fabrication de nos appareils et ensuite en les utilisant de manière responsable. Avant de vous dire comment entrer dans cette sobriété numérique, on va donc calculer l'empreinte carbone du numérique de la classe, Teams et présentiel. Donc, je vous invite à retourner sur le même Ooclap que tout à l'heure. Vous pouvez rescanner le QR code ou remettre le code. Partager également.
OK. Alors, première question à répondre. Combien de mails, si vous le savez, avez-vous envoyé la semaine passée? N'hésitez pas à les vérifier, il y a aucun souci. Si vous en avez envoyé 0, n'hésitez pas à le mettre également, comme ça, vu qu'il faudra faire une moyenne par la suite. OK. Alors, on va passer à la deuxième question, qui est: avec quel appareil avez-vous envoyé la majorité de ces mails? OK, donc on est clairement sur une majorité ordinateur portable. Peut-être attendre encore un peu. Alors, question suivante: est-ce que la majorité de ces mails avaient une pièce jointe? La majorité est à non. Déjà passé à la suivante. Alors, est-ce que vous envoyez plus ces mails avec le Wi-Fi ou la 4G? OK, très bien. Hem, ensuite, on arrive à combien de temps par semaine consacré au streaming? Voilà, vous pouvez répondre, avec un numéro et puis mettre heure ou juste le numéro, c'est comme vous le sentez. YouTube, au cas où, ne compte pas parce qu'on m'a demandé la question ici, mais au pire, ce n'est pas très grave, ça change pas grand-chose. C'est tout ce qui est, Netflix, Disney+, Amazon Prime, voilà. Sur les réseaux sociaux. Parce que sinon,
En fait, on a une classification des vidéos en ligne. Enfin, les vidéos, on sépare les vidéos style YouTube et streaming. C'est juste classifié comme ça. Après, je ne sais pas. Ok. Ok. Alors, on est au même nombre de personnes. Donc, on va passer à la question suivante. Donc, sur quel appareil faites-vous la majorité de votre streaming, si vous le faites? Ok. Alors, on peut passer déjà à la suivante, qui est la qualité qui est choisie pour le streaming. Si vous n'avez jamais modifié vos paramètres dans vos applications, c'est souvent en haute définition. Sinon, il faut vraiment aller le faire soi-même pour mettre en basse. Ok. Alors, dernière question pour le streaming. Plutôt avec le Wi-Fi ou la 4G? Ok. Alors, dernière catégorie de questions. Par rapport aux visioconférences, combien de temps en heures avez-vous passé par semaine ou la semaine dernière en visioconférence? Ok. Alors, question suivante. Sur quel appareil faites-vous vos visioconférences? Ok. Même question avec la qualité maintenant. Donc voilà, si c'est par défaut, c'est en haute définition le plus souvent. C'est haute définition. Ok. Et dernière question, donc faites-vous visioconférence avec le Wi-Fi ou la 4G? Ok. Alors, le WooClap est maintenant fini, donc je vais remplacer compléter la calculatrice. Alors, c'est une calculatrice qui a été développée par l'ADEME. Donc, alors, sur les moyennes que j'ai faites pendant que vous répondiez aux questions, on est environ à 42 mails envoyés. Donc, je ne sais pas si je sais en mettre 42, on va mettre 45. Avec un ordinateur portable, sans pièce jointe, avec le Wi-Fi. La classe est à une moyenne de 8 heures de streaming par semaine, sur ordinateur portable également, en haute définition et Wi-Fi. Pour les visioconférences, on a une moyenne de 4 heures, toujours sur ordinateur portable, en haute définition. Donc voilà, pour l'ensemble,
la moyenne de la classe, on est à 400 grammes de CO2 émis par semaine. Si vous voulez avoir votre empreinte vraiment détaillée, personnelle, n'hésitez pas à retourner sur le site qui est impactco2.fr. Et en plus, pour chaque catégorie, vous pouvez détailler un peu plus selon votre usage, la date de vos appareils, etc. Donc, on va retourner dans l'atelier. Ok, alors maintenant qu'on a cette empreinte, comment la diminuer? Donc, un des premiers aspects est avec notre plateforme de challenge Alaya. Donc, si vous ne la connaissez pas encore, le Green Office et toutes les équipes publient sur ce site des challenges liés à leurs différents projets. Pour chaque challenge réalisé, vous avez une idée de l'impact en équivalent de CO2 économisé si vous appliquez ce challenge pendant suffisamment longtemps. Pour vous inscrire, il suffit d'utiliser votre adresse mail ULiège, que ce soit étudiante ou personnelle. Alors, je vais vous parler de quelques challenges qui existent pour le projet GSM to Life. Tout d'abord, en lien avec cette semaine de collecte, on a le challenge pour recycler son GSM. Donc, toute cette semaine, vous pouvez venir mettre votre GSM, je précise, qui ne fonctionne plus. Voilà. Pour qu'on le recycle ensuite dans des centres de récupération. Un autre challenge qu'on propose par rapport au streaming est de diminuer la qualité des vidéos en ligne et même le temps de streaming. Qui peuvent faire économiser jusqu'à 250 kg de CO2 et le temps de streaming un peu moins. C'est vraiment la qualité qui a un impact assez grand. Alors, je vous ai parlé donc du réseau et d'Internet. Vous pouvez changer de navigateur et de moteur de recherche pour en mettre qui soit plus éco-responsable ou qui protège mieux vos données. Alors, je vais le dire ici, mais la différence entre navigateur et moteur de recherche, donc c'est précisé sur le site, mais un navigateur, c'est l'outil qui permet d'ouvrir et de consulter des pages web. Donc, c'est par exemple Google Chrome, Safari, Firefox. Un moteur de recherche, c'est vraiment l'application qui permet de chercher sur le web des contenus à partir de mots-clés. Donc, pour Google Chrome, c'est Google, mais on a aussi Bing, Yahoo, Ecosia, si vous connaissez. Ensuite, on a un challenge assez général pour diminuer l'empreinte numérique, qui est divisé sous 3 aspects. Tout d'abord, on vous donne plein d'extensions qui sont engagées dans le climat pour diminuer cette empreinte. On vous donne aussi des moyens pour préserver la batterie de vos appareils, qui peut se jouer à beaucoup. Et troisièmement, on vous montre comment nettoyer vos données, que ce soit sur votre ordinateur ou autre, et comment protéger votre vie privée. Enfin, un des challenges les plus faciles liés au numérique, je trouve, c'est de trier sa boîte mail. Que ça soit manuellement ou avec des applications, ça va très, très vite à faire. Pour avoir une idée, en fait, si chaque étudiante de l'université reçoit un mail sans pièce jointe par jour pendant une année scolaire, cela donne 5,5 millions de mails pour les 25 000 étudiants. Et on arrive à 1,65 tonnes de CO2, ce qui est l'équivalent d'un aller-retour Paris-New York. Mais si on fait des mails avec des pièces jointes, on arrive à 91 aller-retour Paris-New York. Voilà. Alors, pour chaque challenge que je viens de citer, vous avez tout le déroulement des informations, les sources qui sont sur le site Alaya. N'hésitez pas à aller voir là-dessus. Ensuite, pour ceux qui connaissent déjà la plateforme, j'ai choisi ici 4 conseils pour limiter la pollution numérique. On a tout d'abord évité de stocker les données sur le cloud, donc pour diminuer l'impact des data centers. On a nettoyé ces données, donc on va le faire ici en live, si vous êtes prêts pour ça, avec votre appareil. On a aussi fait des recherches précises sur Internet, donc notamment en utilisant directement l'URL. Et utiliser des sites de dépôt temporaire. Donc ça, c'est quand on a besoin d'envoyer des pièces jointes par mail, notamment. Alors, pour le deuxième challenge, donc il fait partie du challenge de l'empreinte numérique. La manière la plus facile de le faire, je trouve, c'est avec l'application CCleaner. Donc, si vous voulez le faire en live avec nous, n'hésitez pas, je pourrai répondre aux questions dans le chat s'il faut. Il suffit d'aller sur Chrome, par contre, pour installer cette extension.
pour les personnes qui n'ont pas leur appareil ou qui sont en Teams, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, et du coup, les personnes en présentiel avec leur ordi peuvent également le faire. Ok. Donc en fait, quand vous êtes sur Google Chrome, il suffit de taper CCleaner et vous allez le trouver assez vite. Il y a plusieurs versions, mais il y a une version gratuite qui convient très bien pour ce qu'on va en faire aujourd'hui. Ça va assez vite normalement à télécharger, mais sinon vous pouvez toujours le faire plus tard. Ah, déjà. Ok. Et donc une fois que c'est installé, en fait, donc moi ça se met en haut de mon écran et il suffit de choisir quelle catégorie vous voulez nettoyer sur votre ordinateur notamment. Vous pouvez choisir à chaque fois chaque fichier qui va supprimer pour être sûr que vous ne perdez rien et notamment quel navigateur ou application vous fermez. Donc ça se fait vraiment en quelques minutes, donc c'est très rapide. Et une fois que c'est fini, en fait, vous aurez toutes vos statistiques, donc l'espace que vous avez libéré, tout, en fait, tout ce que vous avez économisé grâce à ce nettoyage. Alors, je vais regarder s'il y a peut-être des questions, enfin, des questions par rapport à l'installation ici en présentiel. Ouais. Alors, la question qui est dans le chat, en effet, moi je pense que ici, nettoyer les données, ça va être plus pour prolonger la durée de vie de notre appareil, notamment avec la batterie, si on accumule plein de documents. Mais après, je sais que par exemple, sur certains, enfin, dans mon cas, en tout cas, sur des ordinateurs Apple, certains documents se mettent directement sur le iCloud. Du coup, ça peut avoir aussi un lien avec ça. Voilà, je vais laisser encore quelques minutes. Pour le moment, en fait, c'est dispo que sur Chrome. Je sais pas pourquoi. C'est juste dispo que là-dessus pour le moment, malheureusement. Mhm. Mhm. Alors, je vais peut-être te dire tout ce... Enfin, en fait, moi, des fois, il me propose tout ce que j'ai en trop. Là, tantôt, il m'a dit que j'avais 11 gigas de planète. Mais bah, j'étais pas disponible. Mais il faut toujours mettre en temps. Et dans tous les cas, en fait, on peut faire une liste de tout ce qui supprime aussi. Donc, des documents que je voulais pas. Utiliser-le.
Je pense que c'est ce que ça fait quoi? Estimer les choses analyser, ça fait quoi? Ah ouais, tu peux mettre analyser, alors je pense nettoyer. Après le cookie historique et tout. Tu vois, ouais, c'est bon, ça. Je pense que c'est bon. Donc voilà, au pire, ça dépasse un peu moins. Ah ouais, parfait. Ok, est-ce que tout est bon toujours en ligne? N'hésitez pas à le mettre dans le chat si vous avez eu le temps ou si tout est ok. Ok, parfait. Alors, on va passer au deuxième conseil que je vais vous montrer en direct. Donc, faire des recherches précises. Donc, une recherche imprécise, c'est mettre les mots-clés dans le moteur de recherche. Par exemple, si vous voulez aller sur le site Mahu-Liège, c'est de mettre tout ça dans la barre de recherche. Donc, la manière la plus facile de retrouver les sites pour pas mémoriser chaque URL, c'est de les mettre en favori. Donc, moi, ici, j'ai mis Mahu-Liège en favori avec accueil ULG. Pour mettre en favori, ça dépend de votre navigateur. Sur Chrome ou Firefox, il suffit d'aller cocher la petite étoile qui est à droite de votre barre de recherche et ça se met tout seul juste en dessous. Sur Safari, il faut aller ajouter un signet, donc toujours à droite de la barre de recherche, et ça se mettra en tant qu'accueil quand vous ouvrirez une nouvelle fenêtre. Donc voilà, tout ça assez simple. Donc pour ceux qui restent, pour éviter de mettre sur le cloud, le plus facile c'est d'investir dans un disque dur et de mettre ce qui est important là-dessus. Pour les sites de dépôt temporaire, alors il en existe plusieurs. Moi, je conseille filevert.fr qui compose en fait les émissions de CO2 qui vont être émises et nous informe sur l'impact des fichiers que l'on veut envoyer en fait. Pour chaque impact, vous aurez le gramme de CO2 qui représente. Chaque fichier, pardon. Donc, avant de conclure, tout ce que j'ai dit est résumé dans le guide du numérique responsable que nous avons développé au premier quadrimestre. Vous pouvez le trouver soit sur le site du Office, dans les ressources, pour ceux qui sont en Teams notamment, mais j'ai aussi des versions papier pour ceux qui sont en présentiel. Donc, dans ce guide, outre le résumé, il y a un quiz avec quelques questions de culture générale, différentes de celles qu'on a faites aujourd'hui. Un arbre décisionnel du numérique, donc c'est la répartition de l'empreinte carbone du numérique, donc avec les 67% et les 37%, oui, 63% et 37% des data centers que j'ai parlé tout à l'heure. Et enfin, vous aurez une checklist finale avec des actions concrètes, plus ou moins faciles, il y en a pour tous les niveaux, pour diminuer votre empreinte. En plus, vous avez aussi toutes les sources et si vous voulez aller plus loin aussi dans votre recherche, que j'ai utilisé également pour cet atelier. Nous arrivons donc à la fin de la présentation. Alors, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à le mettre dans le chat ou à le dire ici en présentiel. Oui. J'ai un peu de frustration avec le concept de sobriété numérique, notamment sur des mails à 3 heures du matin pour nous dire votre CO2. Mais non, mais parce que aussi, j'ai beaucoup de mal à comprendre un peu le timing des choses parce qu'on est avec le passage à Outlook et avec cette nouvelle campagne. Moi, quand je reçois le mail, j'ouvre Outlook et je regarde ce que Outlook fait 850 requêtes pour ouvrir la boîte mail. Est-ce qu'à l'origine du concept de sobriété numérique, ce n'est pas aussi un choix pour le responsable de nos outils et de comment est-ce qu'ils sont construits, développés, etc., plutôt que d'aller tout de suite faire des pratiques individuelles qui sont peut-être, à mon sens, un peu une manière de dédouaner les entreprises qui, derrière, rejettent la faute, comme elles l'ont fait d'ailleurs par le fait que le recyclage, directement vers l'utilisateur, le consommateur n'est pas responsable avec ce qu'il fait, et pas vers
vers elles qui, derrière, sont complètement dans des boîtes noires, qui ne disent pas ce qu'elles font, pas ce qu'elles consomment, et qui, oui, là, 850 requêtes upload, c'est parce qu'il envoie des trackers, il contacte tous les programmes qui associent Teams, PowerPoint, etc. Et c'est responsable de leur part. Et c'est un sérieux problème. Et c'est d'autant plus triste qu'on avait à avoir des solutions qui étaient beaucoup plus sobres, mais que pour des on passe à des solutions d'un coup en même temps qu'on arrive à être sensible à ces questions, vers des solutions à l'exemple. Ouais. La question, c'est Vas-y, au pire, je compléterai. Je pense qu'il faut distinguer deux choses, la dynamique des étudiants, des fils, et la dynamique institutionnelle. Toujours, tout n'est pas toujours en phase, mais ce qui est super important, c'est d'augmenter la conscience. Et donc, au départ, c'est une dynamique étudiante qui se dit qu'est-ce que moi je peux faire à la place où je suis, je fais quelque chose, on en parle autour de moi, etc. Et plus on va apprendre nombreux à faire des choses, plus on va avoir de conscience, plus on aura de poids sur le décideur. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau institutionnel, il y a un groupe qui se met en place, qui est piloté par Félix Scholtes, qui est conscient de tout ça. Donc, ce genre de remarque que tu fais, je pense que c'est utile, Emma, qui est un peu en lien aussi avec Félix, de faire remonter ça. Justement, parce que le fait de faire nous des choses, c'est un peu légitime, ça des gens qui participent aux ateliers, etc., de faire remonter ce genre de remarque, et puis, par exemple, bah, écoutez, il y a de plus en plus de personnes à l'université qui s'interrogent sur telle ou telle question. Et donc, en fait, ça va dans... Voilà, plus nous, on va faire des choses à l'échelle individuelle, plus la conscience monte, plus, quelque part, on va donner un signal fort à ceux qui ont le pouvoir. Mais d'ailleurs, même j'ai une crainte, c'est que c'est un peu... enfin, presque... Il y a certaines des recommandations qui sont faites, et c'est vrai que c'est important de comprendre comment marche le réseau qu'on utilise et de se poser des questions là-dessus, mais les gens qui ont à leur dire que, comme dans la vidéo qu'il a, à mon avis, était peut-être un peu, en tout cas, nouvelle, décider de limiter ses regards sur Internet à 1 heure par jour, de limiter ses mails. Enfin, pour moi, c'est hyper intéressant et c'est des questions qui doivent se poser, mais peut-être aussi d'un point de vue compréhension, de prendre le temps de comprendre comment les choses marchent et de s'inquiéter à des dimensions aussi plus larges que directement sur l'utilisateur. Mais tout ce qui est le recyclage et tout ce qui est choix, etc. Je suis totalement d'accord avec ça. J'ai juste un peu peur que ce soit un peu violent en même temps. Alors, c'est vrai que ce qui se passe, c'est que si on veut aller vers la transition, je pense qu'il faut avoir le courage au moment de dire, comme tu l'as dit, qu'il faut faire des arbitrages dans son utilité. Je pense qu'il est temps d'élever la conscience et de se dire, est-ce qu'on continue à fonctionner de façon illimitée? On nous propose la 4G, la 5G, la 6G, etc. Ou est-ce qu'à un moment donné, on se pose des questions, quels sont les usages importants et qu'est-ce que je choisis de limiter? Ce discours n'est pas accessible à tout le monde, on est bien d'accord, mais je veux dire, l'urgence est là. Et ceux qui en ont la conscience, il me semble, que c'est de façon responsable qu'ils proposent ce chemin-là. On ne l'impose à personne, on le propose. Parce qu'on se dit, il faut faire quelque chose. Chaque action compte. Donc, c'est dans cette optique-là, en tout cas pour nous, pour qu'on avance, c'est de dire, la conscience augmente, ayons le courage de dire, il est temps de changer notre façon de voir les choses, de ne plus être dans une consommation illimitée à tout va, mais de faire des actes. Bon, bah, c'était tous. Donc, juste pour ici résumer, on a un peu parlé en présentiel du groupe de travail à la sobriété numérique dirigé par Félix Scholtes. Donc, moi, je suis inclus dans ce groupe-là pour le moment. Donc, c'est vrai que toutes remarques, je peux les faire aussi partager avec Félix Scholtes. Sinon, il y avait une question dans le chat. C'était juste une idée de la consommation de Teams. Alors, une idée de la consommation de Teams. Alors, pour être honnête, j'en ai aucune idée. Je sais que tout ce qui est Teams, Teams, tout ce qu'on a eu avec l'université est vraiment pas le top. Donc ça, mais après, je n'ai pas de chiffre précis, mais s'il faut, vous pouvez toujours contacter le Green Office à l'adresse email ici en bas. Et je peux toujours y répondre par la suite avec plus de recherches faites. Voilà.
Et l'autre question. Voilà, le contrôle général, c'est pour essayer de Faut-il faire conscience mieux des alors impacts de nos choix alimentaires sur la planète, sur les hommes, sur l'économie locale. Et si on regarde ça et qu'on dit, mais regarde par rapport à tout ce qu'il y a dans les cantines, les bars, les chips, les frites, etc. Et quand tu essaies de faire changer ça au niveau institutionnel, tu ne peux pas y aller d'un coup, c'est impossible, on n'y arrive pas. C'est étape par étape. Etc. Et ça fait remonter la consigne qu'on est très abusé et que eux, s'ils changent les choses, ils ne vont pas avoir des véhicules, ils en ont, hein, mais plus on va faire remonter un message qu'on est prêt à bouger ou autre chose, plus ça va aider. Et donc, c'est toujours, en fait, je peux presque dire cette dialectique entre nous, ce qu'on fait, et qui effectivement n'est qu'une partie de l'impact par rapport à l'impact de la structure, mais ça confronte la structure et les décisions de la structure. C'est pas l'université. Hein. Non. Mais moi, ce que je me dis, c'est que. Oui, non, c'est ça, mais c'est pas, moi, je suis un peu surpris par le concept. Et c'est aussi surprenant qu'il n'y ait pas de. Il y a déjà d'autres concepts qui sont fédérateurs et qui ne sont pas. Pourraient être alliés très facilement à l'idée numérique, le right to repair, même la c'est la même question. Hein. Tous ces trackers, c'est une quantité monumentale qu'on nous cache. Mais ça, c'est pas c'est tout. Non, Proposer. Non, je veux dire, c'est riche, donc bien le nourrir, parce que nous, on est sous plein de dimensions. Donc, tout ce que tu dis là qui est intéressant, ben, je propose que tu vois, le but, c'est ça aussi. Non, tu veux pas obliger. Je suis pas très longtemps. Mais même les développeurs que là, tu vois, cette proposition-là, c'est riche et donc c'est utile à la communauté. Tu vois. Non? Je crois qu'on parle de ça. Mais ça optimal, ça les fait bien pour les humains, quoi. Du coup, je vais répondre à la dernière question qu'il y a dans le chat. Alors, est-ce qu'il faut mieux préférer le téléchargement pour réduire le streaming? En fait, ça dépend de l'usage qu'on fait. Par exemple, moi, quand je dois refaire des cours, par exemple, je fais plutôt les podcasts ou le streaming parce que le téléchargement, il en vaut la peine si on va le regarder plusieurs fois. Si on le regarde qu'une fois, il vaut mieux regarder en streaming les cours que le télécharger. Ça, tout dépend en fait de l'usage de chaque étudiant et étudiante. Si ça a répondu à la question. Sinon, on n'a plus d'autres questions là. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, on reste disponible toute l'année, donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin des sources, donc elles sont ici, mais elles sont également dans le guide. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner un peu plus. Et du coup, merci de votre présence et de votre écoute. C'est fini. Merci, Emma.